Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici dans ce live pour la Fabrique de l'Industrie en partenariat avec l'ADN. Je suis Marjorie Paillon, je suis journaliste spécialiste de la politique internationale et de la tech, mais je suis surtout ravie d'être avec vous aujourd'hui, de vous accompagner puisqu'on va être ensemble pendant 90 minutes avec nos invités et nos experts, qu'ils soient en plateau ou en visio. Et surtout, on a une question en tête. Les innovations de rupture redessinent nos économies aux quatre coins du monde. Oui, mais alors pourquoi certains pays transforment leur excellence scientifique en leadership industriel quand d'autres peinent à franchir le cap? Pour comprendre, on va partir en Corée du Sud, aux États-Unis. On va passer en revue les cas du Royaume-Uni, de la France, de l'Europe. On va croiser les perspectives entre savoir académique, parcours entrepreneurial, stratégie industrielle et velléité politique. Et puis, on va surtout s'appuyer sur la précieuse, minutieuse même étude de la Fabrique de l'Industrie. Je vous donne un indice, la circulation des connaissances est bien plus intense qu'on ne peut l'imaginer. Pendant toute cette émission, on va passer du français à l'anglais et inversement. Je vous laisserai donc switcher de langue au fur et à mesure. Et puis, je vais surtout avoir besoin de vous, puisque vous aurez la possibilité de nous adresser vos questions, vos réactions tout au long de ce direct. Et je me ferai votre porte-parole en fin de séquence. Mais d'abord, pour ouvrir nos discussions, on va battre les mythes en brèche et on le fait avec vous, Pierre-André de Chalendar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de la Fabrique de l'Industrie, bien sûr, mais aussi président d'honneur de Saint-Gobain. Tout à fait. Et je voudrais peut-être, pour lancer la discussion de ce live, vous donner ce que je retiens des principaux enseignements de cette étude. Alors, cette étude qu'on vient de sortir, qui a été effectuée par Vincent Charlet et son équipe, c'était la suite d'une étude il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait fait une étude où on indiquait on avait cherché où en étaient les pays sur les innovations de rupture à travers l'analyse des brevets. Et on avait vu qu'il y avait un retard important sur l'Europe. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a un lien entre ça et la science ? Avec en particulier l'idée que dans un pays comme la France, souvent on dit on a une recherche scientifique de très bonne qualité, et le problème c'est qu'il y a une mauvaise transmission entre la recherche et les entreprises et l'innovation. Donc on a voulu, et pour ça donc on a fait une analyse corrélée, très détaillée, entre d'une part ces brevets, et d'autre part, pour résumer, j'allais dire, mais les experts disent que c'est un bon critère, la recherche scientifique, les articles scientifiques qui sont publiés dans des revues qui font référence. Bon. Et alors, après, on regarde les conclusions, on a étudié l'ensemble des pays du monde sur ces 2 paramètres. Et en gros, il y a 3 enseignements importants de cette étude. Le premier, c'est que l'idée reçue qu'on a souvent en France, elle est fausse. C'est-à-dire que, et malheureusement, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est que on n'a pas un problème de transmission entre la recherche scientifique et l'innovation industrielle. On a 2 problèmes. On a une faiblesse en France des articles scientifiques, donc de la recherche scientifique par rapport aux autres régions du monde, et on a cette faiblesse qu'on avait déjà vue sur les brevets. Donc on a un double problème en France, et c'est pas un problème de transmission. Donc ça, c'est le premier enseignement de cette étude. Ça veut dire d'ailleurs que si on veut remédier à nos faiblesses, on peut travailler sur la recherche scientifique et on peut travailler sur la partie plus industrielle. Et à la limite, les 2 sont pas liés aussi étroitement que ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est quand on compare les différentes zones géographiques, leur positionnement par rapport à ce qu'on peut appeler l'amont, c'est-à-dire la recherche scientifique, et l'aval, les brevets, est assez différent. Ouais. En gros, on a les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis, qui sont très forts sur la recherche académique, la recherche institutionnelle, avec une proportion dans le monde des articles scientifiques qui est très importante. Et après, ils perdent un peu de part de marché quand on en arrive à leur part dans les brevets, dans l'innovation de rupture. Et puis vous avez à l'autre bout de la chaîne les pays asiatiques, essentiellement la Corée et le Japon, qui sont très bons sur tous les brevets. La Corée, sur beaucoup de technologies de rupture, c'est aussi grand que l'ensemble de l'Union européenne, pour vous donner une idée. Moins de 50 millions d'habitants. Très impressionnant. Donc c'est très impressionnant. Donc la Corée et le Japon, ils sont très très bons sur la partie innovation brevet, mais ils sont moins bons sur la partie recherche fondamentale. Alors la Chine, elle fait un gros effort de recherche. Ça se voit pas encore énormément au terme des articles, en tout cas les articles qui sont cités et qui font référence. Ça, c'est le deuxième enseignement. Et comme je l'ai dit, l'Europe et la France, ils sont pas très bons ni dans l'un ni dans l'autre. Et le troisième grand enseignement, c'est que, et c'est ce que vous avez dit en introduction, c'est qu'en fait, la connaissance circule.
Pour le dire autrement, bon, les États-Unis, il y a beaucoup de brevets aux États-Unis qui viennent de la recherche académique aux États-Unis parce que c'est très grand. Mais si vous prenez un pays moyen, en pratique, il y a à la fois beaucoup plus de brevets dans ce pays qui viennent de publications scientifiques qui ne viennent pas du pays. Et à l'inverse, les publications scientifiques, par exemple de la recherche scientifique française, ils sont presque plus utilisés par les autres pays que par les industriels français. Donc, en gros, la connaissance scientifique circule. Hein, on a un assez grand libre-échange, il n'y a pas de protectionnisme dans ce domaine. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu contre-intuitif. On n'avait pas... Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler sur les deux. Voilà. Donc, il faut à la fois... Maintenant, et on va sans anticiper sur ce que vont être dit par tous les gens, et ça m'intéresse beaucoup de les écouter, mais en gros, il faut à la fois augmenter, dans un pays comme la France, il faut à la fois augmenter la recherche, et notamment la recherche publique. Si la recherche publique, elle n'est pas si importante que ce qu'on croit, donc il faut aussi l'augmenter. Et puis, il faut aussi, et si on est moins bon sur les innovations autour, c'est aussi parce que le secteur industriel en France, hein, il est plus faible. Donc, il faut travailler à avoir plus d'activités productives dans les technologies. Donc, voilà les enseignements. Si je résume, ça veut dire qu'encore une fois, il y a quand même des certitudes qui sont battues en brèche par cette étude. Oui. Il va falloir remettre nos connaissances à jour et puis surtout nos stratégies en place. Pour ça, je vous propose qu'on aille voir tout de suite en visio, puisqu'elle nous rejoint en direct, Agnès Buzyn. Bonjour Agnès Buzyn, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Et vous désolée avez été... de ne pas pouvoir être avec vous. Mais c'est formidable de vous avoir, en tout cas, ici, en duplex pour cette émission. Vous avez été ministre de la Santé, bien évidemment, pendant la crise Covid. Vous avez donc une expérience en matière de courbe entre la recherche et l'industrie. Le tableau que dressait Pierre-André de Chalandard, est-ce que ça résonne? Est-ce que vous avez traversé pendant cette expérience? Alors, oui, je mettrai un petit bémol. Je pense que le problème de la France, c'est que parfois nous n'affichons pas nos priorités. Mais quand on les affiche bien, et je pense notamment dans la recherche biomédicale, où on a depuis très longtemps affiché des priorités sur la recherche sur le sida ou sur le cancer, on a réussi à intégrer énormément d'équipes de recherche autour de ces thématiques et avoir un niveau de publication très élevé. On était les deuxièmes en termes de publication après les Américains pendant des années, alors qu'en termes d'investissement financier, évidemment, c'était beaucoup plus faible. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question-là d'être capable d'animer un secteur de recherche et de le faire rayonner en affichant que c'est une priorité nationale. Voilà. Après, sur le passage quand même de l'académie à la recherche, ou en tous les cas à l'investissement par des entreprises, il y a quand même cette fameuse vallée de la mort dans le secteur biomédical, des biotech ou des startups, que nous n'arrivons pas à régler. C'est-à-dire que nous avons des chercheurs de qualité qui déposent des brevets et qui, même s'ils montent en fait une biotech derrière, ont beaucoup de mal à lever de l'argent. Il y a quand même ce problème de liquidité et d'investissement dans l'innovation en France et en Europe, qui est assez particulier. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent évidemment vos invités, mais en tous les cas, dans le secteur biomédical, c'est une réalité. Bien évidemment, on va revenir avec eux sur ces questions tout au long de cette émission, mais est-ce que vous décrivez quand même, ici Agnès Buzyn, c'est peu ou prou, et même en matière de deep tech et de recherche médicale, le même comportement que pour toutes nos startups innovantes, cette fameuse vallée de la mort, dont il est très difficile, étant donné son nom, de pouvoir se remettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment des faiblesses structurelles qui sont révélées aujourd'hui et qu'il va falloir vraiment réussir à surmonter. C'est maintenant ou jamais. Oui, alors il y a des faiblesses culturelles d'abord, parce que tous les chercheurs n'ont pas envie de valoriser en fait leurs découvertes. Il y a quand même aujourd'hui dans le monde académique encore une frilosité à aller vers la valorisation. Ça c'est un premier point. Il y a des problèmes structurels évidemment, vous l'avez dit. C'est compliqué pour un chercheur dans ses statuts de monter une biotech. Il y a énormément de contraintes, de limites, etc. Donc on ne facilite pas la vie à nos chercheurs. Et ensuite il y a des problèmes financiers. Pour trouver la voie vers un investissement qui permette à une start-up de durer 5 ans et d'être rachetée et développée, c'est un vrai sujet. Ensuite, nous manquons d'ingénieurs. Notre pays forme 45 000 ingénieurs par an, il en faudrait
20 000 de plus à peu près pour être capable de réindustrialiser notre pays correctement. Donc c'est un autre sujet sur lequel j'ai une énorme inquiétude personnellement, parce que même si nous déposons des brevets, si nous ne sommes pas capables ensuite de les développer et de garder notre souveraineté industrielle, c'est un problème pour la France. C'est ce que vous soulignez là, comme même en matière de biotech, on a une question de talent et une question vraiment de cerveau, à savoir cultiver, faire grandir et garder sur ce sol français et européen. Un dernier mot peut-être avec vous, Agnès Buzyn, encore une fois. Si je vous donne, allez, une baguette magique et je vous dis quel est votre système d'innovation en santé idéal ici en France et en Europe, vous me répondez quoi? C'est une question difficile parce que le nerf de la guerre est quand même l'argent aujourd'hui pour les startups et les biotech. Nous avons une régulation qui est lourde aussi, hein, notamment dans le champ de la santé, mais c'est légitime, on touche à la vie des gens. Donc c'est vrai que les startups, les biotech, les medtech se plaignent énormément de la lourdeur administrative et de l'évaluation de leurs produits par les agences réglementaires. Donc je pense qu'on peut quand même simplifier ce parcours du combattant. Beaucoup de startups aussi démarrent sur des projets très techniques et oublient de vérifier que le besoin est là. Je l'ai vu beaucoup en médecine et beaucoup dans les startups techniques de dispositifs médicaux. Donc je pense qu'il faut aussi très vite qu'elles s'allient avec les professions médicales et avec les patients pour vérifier qu'elles répondent à un vrai besoin. Donc voilà, il y a énormément de choses qu'on peut améliorer pour accélérer le processus. Avoir des solutions pour changer le monde, c'est bien, mais encore faut-il qu'elles répondent, ces solutions, à de véritables problèmes identifiés. En effet, merci infiniment Agnès Buzyn d'avoir été avec nous. Je sais que je vous laisse repartir et reprendre la possession de votre agenda parce que je sais qu'aujourd'hui, il est particulièrement chargé. Merci encore une fois d'avoir fait un détour par ce plateau, si ce n'est en virtuel. Merci de votre invitation. Au revoir. On le voit notamment avec Agnès Buzyn, messieurs, le décalage entre notre potentiel scientifique et notre capacité à le transformer en innovation stratégique, c'est ce qui est souligné ici. Comment est-ce que d'autres pays abordent justement ce défi? C'est la question qu'on va se poser dans cette nouvelle partie d'émission. Pour comprendre, on accueille de nouveaux experts internationaux. On va tenter de découvrir un éclairage. On ne va même pas tenter, on va le faire tout court, cet éclairage, pour les modèles britanniques, coréens et américains. Et pour démarrer, moi, je propose à mon sparring partner de nous éclairer. Ce sparring partner, c'est vous, Vincent Charlet, Pierre-André de Chalandard. Citez justement l'étude que vous avez produite avec la Fabrique de l'Industrie tout à l'heure. Vous êtes son délégué général. On va vous propose de remettre votre casquette d'économiste d'ailleurs tout court pour pouvoir poser des chiffres, poser des mots sur les débats qu'on est en train d'avoir ensemble. En effet, le premier travail, le gros travail qui a été mené et qui passe inaperçu une fois que les résultats sont imprimés, c'est d'isoler ce qu'on appelle des brevets de rupture. Dans l'immense masse de brevets qui sont déposés chaque année, il fallait faire cette première identification. Et une fois qu'on a fait ça, on a donc, dans un échantillon de 12 technologies, on a travaillé sur 100 000 brevets de rupture, donc, qui s'appuie explicitement sur environ 100 000 articles scientifiques. Ouais. Et c'est ce lien entre de la science à l'innovation qu'on a examiné. Donc, on part d'une page blanche, c'est-à-dire qu'on essaie d'oublier tous nos préjugés sur la culture anglo-saxonne d'un côté, la culture asiatique de l'autre, etc. Et on regarde ce que ces données nous montrent. Et c'est très frappant de voir qu'il y a des similitudes très fortes entre pays, j'allais dire culturellement voisins, donc Royaume-Uni, États-Unis, et on pourrait ajouter l'Australie aussi dans le spectre de ces activités de recherche puis d'innovation. À l'autre extrémité du globe et du spectre de l'analyse, le Japon, la Corée ont aussi de fortes similitudes dans leur manière d'aborder ces processus d'innovation. Et si on parle de modèles nationaux, ce n'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que quand on pose la question aux données, est-ce que c'est plus une affaire de technologie ou plus une affaire de pays? Ouais. La réponse est systématiquement, c'est plus une affaire de pays. C'est-à-dire que ces comportements des acteurs de la recherche et l'innovation que l'on observe, ils valent pour les 12 technologies de rupture assez différentes, ordinateur quantique, ARN messager ou batterie pour véhicules électriques. Ces 12 technologies donc qu'on a étudiées.
Et on va revenir justement sur ces pays en particulier. On va faire peut-être en premier focus avec vous, Vince Cable, from one Vincent to another. If I may, Vince Campbell, I will definitely appreciate you being here with us in Paris today. You're former Secretary of State for Business, Innovation and Skills for the British government. We definitely have plenty to be taught with us about the British model here. So, I mean, the way I understand it, that sure, the UK is champion in scientific excellence, but it appears to last in coherence. That's actually what Vincent's study and La Fabrique de l'Industrie studies say. How can we explain the wide gap between the elite research and its poor conversion into industrial advantage? Well, what are the distinctive features first? As you correctly say, the starting point is a strong science base. You know, we have 10 of the top universities in the top global 100. But that's a declining asset because universities have finance problems, like a fee income, and science and engineering are high-cost subjects. Right? But it is certainly an asset. Secondly, we have a funding mechanism which relies more than other countries on tax credits rather than direct funding. And tax credits are easy at first sight, but then you have problem of fraud. And we now have the tax authorities spending a lot of time creating bureaucracy to avoid tax evasion. So that's becoming a less satisfactory mechanism. And the third point is we have developed a model for industry-government collaboration. When I was responsible for these things, we brought what we thought was a German Fraunhofer system into the UK, but it's a British formulation. So we have these specialist centres around the country, mainly advanced manufacturing, things like materials, forming. We have cell therapy and biology. We have space applications, new renewables like tidal. And these are co-funded, government, private sector. And we have other co-funding initiatives for quantum, for example, or developing practical applications in aerospace and automobile propulsion. So we've experimented a lot with this, getting the right balance of public-private sector. But our problem, which Vincent has explained is a common problem, is in the capital funding at all levels. At the beginning, the proof of concept, the university people can't get money to put their inventions into practice. Then you have the medium, large companies that can't scale. Okay. And even the very big companies are having to turn elsewhere because our banks will not lend on high-risk investment. They want collateral. The private equity markets are specialists, and they're mainly now dominated by American venture capital. And the public markets are difficult for new companies to get into. I chair a hydrogen company. We tried an IPO, a public offering, failed. We were left with big brokers' fees. So these are not easy for companies trying to expand. So, I mean, sure, I mean, the British model is close to perfection, but there are some pitfalls, as you mentioned. So how can Europe avoid those pitfalls if, I mean, it wants to adapt as closely as possible the British model? Well, I would like to see more collaborative work. For example, we just rejoined the system of sharing for academics, which is a very positive step. Britain has rejoined the Horizon Project, but not the innovation part. So I think more collaborative work certainly helps. But we have this joint problem. Britain is European in this sense of just having very weak capital markets, much deeper, more liquid markets in the United States. So there is a natural tendency to go there, to look for partners, to list companies. And
this is a shared problem. I'm not sure that how you get a common European approach to this, but I think we are very clear what the problem is. Yeah, absolutely. But also the state of mind that you have to scale by design and scale and expand ahead of your own domestic market and go global from start. Definitely would like you to have more and dive more into your perspective in a few seconds, but we're going to move on to the Korean model first so we can actually benchmark what's happening around the globe. And to do so, we're joined live now by Jun Mo Han. It's a great pleasure to have you, sir. Hello, good evening from Seoul. So yeah, I mean, you are an associate professor at the Department of Public Administration at Korea University. And I want to begin, with a huge congratulations to you, because Korea is the only country to perform well on every single studies criteria. You have achieved this alignment, of course, but how did you do it in between the public research and industrial strategy that so eludes Europe? Yeah, to be honest, it is not easy to align the public research and the industrial strategy, and then Korea is still doing this. But as you said, Korea is a few countries that have not fallen into the middle income trap. In 1950s, Korea was a developing country with a GDP per capita of less than $1,000. I believe that Korea's success is not simply due to the increase of investment in specific industry, but a lot of the successful transformation effort to build a vibrant innovation ecosystem. Because Korea is a small peninsular country with scarce natural resources and has been an island-like situation due to North Korea. So from the beginning, Korea has made its clear policy direction of nurturing talented people, being export-oriented and innovation-driven. So if I can summarize the achievement of Korea into the three, I want to talk about the three major points. The first one is innovation actor. In 1960s, the Korea's growth was not easy due to lack of research and development capabilities in university and industry. So the Korea government, its solution was making a unique public research institution we call the government-sponsored research institution. And then the first GRI was KIST that was established in the 1966. The main task of KIST was leading technological innovation in the industrial sector and became the seed of a Korean innovation ecosystem. KIST has played a great role in by doing the role of research university, and then it span off more than 12 other GRIs. Second point is a big national R&D program. Particularly, I want to stress about the importance of R&D PPP. In 1992, the first big R&D project we call G7 was initiated by the Korean government. The G7 project was a large-scale R&D project in which 8 Korean government ministry invested in more than 2.6 billion US dollar over 10 years, and then more than 5,800 private companies participated in this program to create 9 innovative products and then 9 basic technologies. Through the G7 project, the current key industrial technology of Korea, such as a display, semiconductor, high-speed communication network, hydrogen car, high-speed train, next-generation nuclear power plant were developed. The third point is a promotion of a tech startup. Korea concluded that innovation ecosystem cannot be maintained solely by a large corporation, so it began to establish institutional foundation to foster small startups. So in 1998, it enacted a special law on venture companies to provide various institutional incentives to create mother fund, the funder fund, to encourage private investment. So these, I can summarize those kind of three things, yeah.
Well, actually, what you stated here is quite important because what I hear from the Korean model is so unique. The fact that you, at the very same time and alongside one another, help grow the infrastructures and the talents and deep research in the meantime. So I'm wondering if this model of national orchestration can be transposable to more liberal type of economies such as France, for instance, or do you think it's so linked and based on a cultural and historical specificities that it won't work, like other part of the world, but actually Korea? Yes, it's a good question. Of course, these various policies of Korea reflect Korea's unique culture and then political and economic situation. So some of the policies have done in 1960s and 70s may not be good for the developing countries, but not good for the developed country like France. But I think that innovation policies can be benchmarked to a large extent. In fact, the most of the policies that Korea pursued have been benchmarked from other countries such as Europe, United States, and Japan. And then we also benchmark the French program, the European program, and the United States program. So if we understand them properly, that means I believe that there is much to learn through the mutual benchmarking, as the policies that Korea has pursued since the 2000 are often the same as the problem the most developed countries are facing. So the most difficult problem now that Korea is facing is actually the same that France is facing. So I think the mutual benchmark is now possible. Thank you so much, John Mohan. Of course, please stay put because I'll get back to you in a few minutes and we're going to move on another benchmark. If you may, on va même repasser au français pour ce benchmark avec Nicolas Collin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et cofondateur de The Family. On va revenir avec vous sur le modèle américain parce qu'on le sait, évidemment, le modèle de Stanford fait encore matière de référence en termes d'innovation et surtout en tant qu'écosystème. Il est toujours aussi inspirant aujourd'hui, ce modèle de Stanford? Alors, il est toujours aussi inspirant parce qu'il explique en très grande partie comment la Silicon Valley fonctionne et est organisée et fonctionne. Ça reste l'écosystème phare qui fascine tout le monde et que tout le monde cherche à imiter. Et pour bien l'imiter, si tant est que ça porte ses fruits, il faut remonter à l'origine de cet écosystème qui est l'émergence de Stanford comme un centre d'excellence scientifique et entrepreneuriale. Donc, ça remonte à la guerre froide, cette histoire. À une époque où le gouvernement américain, qui a alloué énormément de ressources pour financer la recherche militaire et gagner la guerre contre le Japon et l'Allemagne, décide de continuer à allouer beaucoup de ressources parce qu'on rentre dans la guerre froide et qu'il y a l'Union soviétique il faut s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et donc, un jeune chercheur en physique qui s'appelle Frédéric Terman revient à son université d'origine, qui est à l'époque une petite université de province, Stanford, et décide que ce robinet des fonds publics américains, il va l'utiliser pour développer son université. Et la façon dont il cherche à le faire, Terman, c'est que donc il a des relations dans l'univers de la défense. Il va cultiver ses relations avec des donneurs d'ordre dans l'univers de la défense, comprendre les problèmes qu'il cherche à résoudre. Par exemple, comment observer ce qui se passe en Union soviétique? Est-ce qu'on peut envoyer des avions furtifs pour qu'ils prennent des photographies aériennes des installations militaires soviétiques sans être détectés par les défenses anti-aériennes? Et muni de ce problème correctement spécifié, Terman se tourne alors vers ses étudiants et leur dit on va travailler ensemble sur un prototype avec un premier budget qui a été apporté par les donneurs d'ordre. Et si le prototype donne satisfaction, deuxième étape, il convainc les étudiants qui ont travaillé sur le prototype d'arrêter leurs études en quelque sorte et de passer en mode entrepreneurial, créer une entreprise puisqu'il y a déjà un premier contrat à la clé. C'est-à-dire, puisque le prototype marche, le donneur d'ordre va acheter la première série, donc il y a matière à créer une société. Il leur dit, par contre, il y a deux conditions. Vous créez ces sociétés ici à Stanford et je vous ai réservé un bureau dans ce qui s'appelle le Stanford Technology Park. Et deuxième condition, c'est qu'à votre conseil d'administration, je vais placer mes personnes clés, c'est-à-dire des membres de mes équipes de recherche, pour qu'ils continuent à veiller sur comment tout ça se passe, et que, inspirés par le développement de votre entreprise, ils vont identifier des nouveaux problèmes à résoudre. Et donc, il y a cette boucle
positive, en fait, où, voilà, à partir de la compréhension du problème, on travaille sur un prototype, on crée une entreprise, on vend la première série, et on a des nouvelles idées, où on identifie des nouveaux problèmes à régler. Et il y a un vrai écosystème de création Voilà, de valeur. voilà. Qui est Et tout ça enclenché. tourne et se développe et se densifie. Et Stanford est devenu, voilà, c'est le centre de cet écosystème. Alors aujourd'hui, le rôle des universités est un peu moindre. Le rôle que jouait Terman à la tête de son université a été un peu repris par un secteur qui n'a émergé que dans les années 70, qui est le secteur du capital risque. Mais aujourd'hui, c'est ça que font les investisseurs en capital risque. Ils identifient un problème, ils identifient la bonne équipe pour le résoudre, ils s'installent au board, ils travaillent avec et ils font grandir un écosystème autour d'eux. Et tout ça donne la Silicon Valley. Terman lui-même, alors dans la dernière partie de sa carrière, a souvent été embauché comme consultant par des pays étrangers ou des présidents d'universités dans le monde entier pour dire vous l'avez fait à Stanford, refaites la même chose ici. Ça n'a plus ou moins jamais marché. C'est-à-dire, et de ce fait, on a une sorte d'interrogation sur est-ce que c'était voilà, les circonstances très particulières de cette période, de cette géographie, la côte ouest, loin du monde institutionnel de la côte ouest où les innovateurs pouvaient innover tranquilles. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de leçons dans cette construction d'écosystème par Frédéric Terman à tirer pour nous. Et c'est vrai qu'on a souvent cherché son propre modèle de Silicon Valley, qu'on a essayé de le répliquer à de multiples endroits et que on n'a fait pas forcément pris racine, si j'ose dire, parce que pour prendre racine, ça veut dire qu'il faut faire émerger des jeunes pousses, des startups en l'occurrence, et il vaut mieux faire du sur-mesure. Alors réellement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je voudrais souligner un chiffre extrêmement marquant quand même de l'étude de la fabrique de l'industrie parce que on apprend que les États-Unis sont le seul pays importateur net de sciences et de chercheurs. Ils puisent 2 à 3 fois plus de connaissances à l'étranger qu'ils n'en exportent. C'est peut-être ça aussi le secret de la Silicon Valley finalement, c'est d'aller chercher ailleurs les bonnes idées. Alors, en tout cas, les talents pour les mettre en place. C'est-à-dire le fait qu'ils ont fait tourner cette boucle de rétroaction positive pendant des décennies et des décennies veut dire que c'est densifié autour de Stanford et dans toute ce qu'on appelle la Bay Area, la baie de San Francisco, un écosystème ultra concentré de grandes entreprises qui sont à la fois des soutiens, des clients, de fonds de capital risque qui financent les startups, d'ingénieurs qui cherchent en permanence du travail et qui sont libérés du fait de la loi californienne de toute clause de non-concurrence, donc ils doivent changer d'employeur du jour au lendemain. Donc tout ça à haute fréquence et avec une très grande vélocité continue de se développer et d'attirer de ce fait les chercheurs du monde entier, les entrepreneurs du monde entier, les investisseurs aussi du monde entier. Et dans cette quête permanente de solutions à des problèmes bien identifiés, ils s'emparent des articles de recherche et des brevets, le cas échéant, pour les mettre en développement. Souvent que la première qualité d'un CEO, c'est de s'entourer de gens plus intelligents que lui. C'est un peu ce que fait la Silicon Valley en allant chercher des talents à l'extérieur de la Californie, j'allais carrément dire à l'extérieur d'elle-même. Vince Cable, we're going to mix and match as perspective in a few seconds, but you wanted to say a word actually on this Californian model. Yes, I think it's good that we're self-critical in Europe. But I think we're beating ourselves up too much. If you look at the World Intellectual Property Office, the WIPO rankings on innovation, always at the top is Switzerland, followed by Sweden, followed by the US, followed by the UK, surprisingly, and then Finland, Denmark, Germany, France, and also the Asian countries, Korea, Singapore, and now China, moving up very quickly. But the European countries, in overall innovation capacity, tend to rank very, very high. And the underlying problem, which is, I think, what fundamentally differentiates ourselves from the US, is money. And in the US, they've got very good innovation financing. And the Chinese, the Koreans, and Singaporeans throw a lot of government money. Right? But a lot of this is about money rather than, I think, culture. And we're definitely going to follow money in a few seconds when it comes to fostering better private-public partnerships in terms of innovation. But again, I want to mix and match actually your perspectives first. We're going to bring back John Mohan. We're going to fly over to Seoul again with you because, I mean, if you had one advice to a young European researcher / entrepreneur with a groundbreaking innovation, would you recommend that he stays in Europe or that he leaves and maybe joins Seoul?
And I think we're going to need your sound because your sound is down. Yes, sorry There you about go. that. Yeah. It's very happy if the European entrepreneurs can create, a startup in Seoul. But it is true that Europe has some more regulations on particularly digital industry compared to US. But I think there are also many advantages, particularly political economy and then cultural diversity are the most positive fact. So if you make good use of these institutional advantages that only Europe has, I think Europe is not is quite a good place to start up. And then, of course, as we discussed today, the seminar, it is also necessary for the European government to make a good innovation ecosystem. Yes, and the problem is that Europe doesn't have one government, but 27, actually, or 20 nowadays. So that's the reason also why we have to cope with so many different decisions from state members that we have to lead innovation in some way. Vince, actually, if you had this one advice to give to the young European researchers and entrepreneurs, should they stay in Europe or leave? I would stay in Europe, actually. I know it's difficult, but I would stay. I think actually the tide is turning. Some British universities are now setting up programs for American refugees. Oh. We see them as political refugees. They're coming in significant numbers. The US is a terrible place now to be in a university and to do creative things. So I don't want to exaggerate, but I think we're potentially at the beginning of a tidal wave. Which is very interesting because I'm also flying to Canada, the UK, of course, and other part of Europe nowadays. And France actually has also opened a design program to welcome those young researchers from America. Vincent et Nicolas, justement, tiens, vous nous diriez quoi, ce jeune chercheur et entrepreneur européen avec son innovation de rupture? Reste en Europe pour pouvoir le développer ou, si tu as la possibilité, pars et reviens peut-être après? Alors, moi je dirais, pour être très sincère, que par défaut, la meilleure option, c'est quand même d'aller aux États-Unis. Il faut s'attendre néanmoins, comme le suggérait Vince à l'instant, à un certain inconfort du fait du contexte politique et d'un fossé culturel qui va aller croissant dans les années et les décennies à venir entre l'Europe et les États-Unis. On a pris l'habitude de parler du bloc occidental, mais ce bloc va se scinder en deux, je pense, à bien des égards. Néanmoins, rester en Europe, donc ça peut permettre de ne pas se confronter à cet inconfort ou à des risques qu'on ne connaît pas encore. Je dirais que si rester en Europe, ça veut dire aussi exploiter toute l'Europe, en fait, parce que le danger en Europe, c'est de rester enfermé dans son petit écosystème local où on ne trouve pas toutes les ressources qu'il faut pour développer des entreprises très ambitieuses. Il faut apprendre à faire son miel de tout ce que l'Europe a à offrir. Et je me référerai à un grand précédent historique, Christophe Colomb, qui était de Gênes, en Italie, lorsqu'il cherchait à financer son expédition pour aller aux Indes par l'autre côté, il a fait le tour de toutes les cours d'Europe pour trouver quelqu'un pour le financer. Et il a finalement fait affaire avec le roi d'Espagne. Et ça lui a permis de financer l'expédition. Et ça a donné aux Espagnols une énorme avance dans la conquête des Amériques. Mais à l'époque, voilà, on avait ce réflexe de voyager dans toute l'Europe. Aujourd'hui, je trouve que nous sommes tous un peu trop casaniers, enfermés à Paris, à Londres, en Allemagne ou ailleurs, et qu'on a désappris, malheureusement, à voir l'Europe comme une unité qui a beaucoup de ressources à offrir à l'échelle agrégée. Donc, il faut réussir à retrouver ce sens de l'unité. Vincent, si je vous pose la même question, on reste, on part, on fait quoi? Mais je crois que ma réponse dépend du domaine dans lequel cet entrepreneur ou entrepreneuse intervient. Dans le domaine de la tech, comme on dit, du numérique, auquel je ne connais rien moi-même, mais je me fais juste le porte-voix de ce que j'ai entendu. En effet, pour l'instant, il n'y a pas match. Même si génération après génération, l'écosystème européen fleurit, se développe, et il arrivera bien un moment où le marché européen se sera intégré et ce sera véritablement une perspective possible pour un entrepreneur de se dire qui commence par tenter l'aventure sur le marché européen. Dans d'autres domaines, les green tech environnementales, je trouve que ça fait déjà plus sens de tenter l'aventure européenne aujourd'hui.
Donc ça dépend réellement du domaine d'activité et du secteur tech d'où on vient et surtout on essaie de craquer un problème et d'apporter une solution. On va aborder vos questions dans un quart de seconde, but first I want to play a quick game, which is literally quick because time flies on this very show. Each of you has one word to sum up your country or region main asset in terms of innovation. What would it be for the UK, Vince? I think the upstream academic research is very strong still, certainly number one. John Muhan, if you had one word to sum up what the main asset of Korea. I will say the passionate and then talented people. That's two, but I mean, passionate and talented. We don't want to get rid of any of those words. Nicolas, je ne sais pas si je dois vous poser la question pour les États-Unis du coup ou pour la France. Ah bah, je veux bien le faire pour les États-Unis, et d'autant plus que c'est très facile. Ils ont 50 ans à 70 ans d'avance, en fait. Alors, l'avance, ça peut se perdre, mais c'est quand même un atout considérable par rapport aux autres écosystèmes dans le monde. Vincent, votre mot? Je dirais la culture critique. J'ai l'impression que c'est ça qui est au fondement des talents scientifiques qu'on observe à la fois dans les centres de recherche, mais aussi dans les écoles d'ingénieurs, qui sont un des acquis français. On va voir si vous, derrière votre écran, vous avez cette culture critique ou pas, avec vos questions, vos réactions. Je me saisis de mon téléphone pour pouvoir vous les poser. À quoi attribuez-vous la faible présence de la Chine dans les brevets les plus cités à travers le monde? Est-ce qu'un d'entre vous a la réponse? Je ne parlerai pas de faible présence. Parmi les puissances technologiques dominantes de la planète, la Chine est là, dans ces technologies de rupture. Il y a deux remarques qu'on peut faire. C'est que quand on applique un filtre qualitatif et qu'on ne se contente plus de compter tous les brevets, mais seulement les brevets de rupture et les brevets offensifs, c'est-à-dire ceux qui sont explicitement tournés vers l'export, ça veut dire qu'ils sont déposés dans plusieurs pays à la fois, alors la part de marché chinoise chute brutalement. Mais la Chine est absolument dominante dans les décomptes bruts de brevets et elle devient une puissance technologique majeure comme les autres, si j'ose dire. Enfin, c'est pas du tout un effacement. L'autre axe de progrès pour l'économie chinoise, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un décalage entre l'immense effort scientifique qui est déployé, et ça se voit y compris dans les publications scientifiques qui concernent les domaines dont se nourrissent les brevets de rupture, et les articles qui sont jugés intéressants effectivement par les déposants de brevets. Même les déposants chinois de brevets se tournent vers la science non chinoise pour l'instant. Donc il y a un saut qualitatif qui reste à franchir. Très intéressant. Une autre question, tiens. Pensez-vous que la politique de Donald Trump à l'égard de la communauté scientifique peut profiter aux autres puissances technologiques ou au contraire mettre à mal la parole scientifique? That's definitely a question we're tackling together a few minutes ago. How the Trump administration is actually now restraining the way laboratories can actually work in the U.S. and the fact that scientists might flee actually the U.S. and work in different and various countries. Yes, a capital moves more easily than people, but people matter and quality of life matters. And the current US administration, which may continue beyond Trump in its mentality, is creating an extremely uncomfortable environment for people who engage in critical thinking. So I'm optimistic that the European approach may ultimately prove to be stronger. L'esprit critique, encore et toujours. Merci à vous pour vos réponses. Évidemment, on continuera à en prendre tout au long de cette émission. Vince, thank you so much. You are released from duty for now. Messieurs, vous restez tous les deux avec moi parce qu'on va accueillir nos nouveaux invités. On va maintenant s'intéresser aux questions d'échelle. Alors, est-ce qu'il faut penser local ou est-ce qu'il faut penser global? Quel est le territoire le plus pertinent pour innover? S'il ne semble pas y avoir de recettes universelles en la matière, est-ce que l'ancrage géographique est toujours aussi pertinent? 90% des scientifiques traversent les frontières, on vient d'en parler justement. Alors, pourquoi certains clusters restent des épicentres incontournables? Bon, vous l'avez vu, on va faire un changement de plateau à vue. De nouveaux experts nous ont rejoints pour en parler. D'abord vous, Louis Gallois, coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Vous êtes bien évidemment l'ancien président d'Airbus Group et de PSA Group qui est devenu entre-temps
Stellantis. William Bonvillian va aussi nous rejoindre par visio interposée. Il est professeur au MIT, spécialiste des politiques d'innovation et de nouvelles technologies. Et j'instaure ce rituel. D'abord vous, Vincent. Je vole vers vous pour essayer de comprendre quels sont les chiffres qu'on va pouvoir poser sur cette question et sur ce débat qui s'ouvre. Alors, quand on a lancé cette étude et que donc on s'est demandé quelles sont les explications scientifiques à cette déprise technologique de l'Europe, on avait évidemment en tête plusieurs schémas. Parfois, certains industriels voient la menace venir des États-Unis, notamment depuis l'IRA, depuis le CHIPS Act, etc. Et avec évidemment la montée en puissance des plateformes numériques pouvant ubériser des secteurs entiers en Europe. Et puis d'autres voient évidemment la compétition venir d'abord de l'Orient. Des aventures technologiques ou industrielles comme celle des panneaux photovoltaïques sont encore fraîches dans les mémoires. Et donc, si j'ose dire, vu d'Europe, il y avait une espèce de réflexe de « il y a quelqu'un qui nous pique nos idées, mais on ne sait pas qui ». Bon. Donc, encore une fois, on essaye de faire parler les données et la grande surprise a été de voir à quel point la circulation est très, très libre entre tous ces pays et il n'y a pas de différence majeure de ce point de vue-là entre l'importance des flux d'entrée de sortie de la connaissance depuis la Corée, l'Allemagne, la France. On est à peu près tous à égalité et ce chiffre clé c'est 80 à 90% en effet, 80 à 90% des articles scientifiques écrits sur un sol national qui seront repris par les brevets de rupture le seront dans des brevets étrangers. Et à l'inverse, 90% des brevets de rupture déposés dans un pays se nourrissent de sciences étrangères. Pour autant, ça ne veut pas dire que les effets de clustering, les effets de proximité soient à oublier totalement. Il y a des politiques entières qui sont bâties sur ces modèles-là. Et pour parler à nouveau par chiffres et par preuves, on sait que quand on parle de contrat de recherche établi entre un laboratoire et une entreprise, cette fois-ci, on retrouve cet effet de proximité. L'essentiel des partenaires privés d'un centre de recherche pris au hasard sont dans son voisinage. Donc, au moment où on passe de, on va dire, la littérature à la coopération véritable, alors on retrouve cet effet de proximité. Donc la proximité, évidemment, peut aider fortement à faire grandir ces idées, ces entreprises et les transformer en succès industriel, en co-création, si j'entends bien. We're going to fly again virtually to Seoul with you, John Moo-han. June, I wanted you to guide us through the Korean clusters. Are they all like the Pangyo Techno Valley? Yes, it's a very good question, and then also at the same time difficult to answer. And actually, probably you are not familiar with the Korean local names, but there are 3 successful innovation clusters in addition to Pangyo. First one is Daejeon, second one is Pangyo, and then the third one is Magok. The Daejeon Innovation Cluster was established in 1973. And then homes of government labs, large corporation research institution, and then research-oriented university like KAIST. So it is a typical innovation cluster with a high concentration of a research institution and then anchor knowledge institution. And then Pangyo Techno Valley started from 2005, and then companies began moving in 2012, so it's a relatively recent one. Many ICT and bio companies are located there. And then Magok Techno Valley, the third one, is a more recent one. And then it began construction in 2009. And many companies, including LG, as they moved in since 2014. Magok is home to R&D centers for various companies, including ICT, bio, advanced material, environment technologies, autonomous driving. So if we compare these 3, Daejeon, Pangyo, Magok, in chronological order, it's quite interesting because they are different in terms of presence and then absence of a knowledge anchor institution. For example, there are no universities or government labs in Pangyo and Magok. Instead, Pangyo has a subway that can take you
to Gangnam in 30 minutes. And then Magok is located right next to Gimpo International Airport. So I think this suggests that knowledge anchor institutions among the requirement for forming clusters are becoming increasingly globalized, and distance may not be important issue. Moreover, as we have experienced that R&D work can be done remotely during the COVID-19 crisis, the city's appeal as a place to attract young, talented people is becoming more and more important, I think. Yeah, I mean, this is quite amazing, actually. And you were highlighting this question between territorial concentration and openness. The idea here is that a global knowledge can flow, isn't it? Yes, it is true. Actually, the government, they concerned about globalization of knowledge because it can create innovation clusters as means of revitalizing local economy. However, considering recent changes, in order to create clusters, attractive environment where talented people can gather must be created first, and then if the government want to attract knowledge-based industries, I think globalization is a trend of times that is very difficult to stop. Of course, the government perspective, it is also important to create a foundation for attracting overseas talent to prevent the clusters that have been, may create the becoming the gateway of a talent drain. So, to sum up, I think yes, it's hard to meet the balance between the localization and then globalization, but I think the nowadays the essence of a cluster is becoming the hub of a global. So the connecting to other areas and then providing very unique incentives to attract talented people is a key success factor of innovation clusters. Thank you so much, Jun Muhanov, for your stay put. We're going to move on to the great state of Massachusetts with William Bonvillian. You're waiting for us in Boston. It's a great pleasure to have you with us, sir. Today, you're an expert on innovation and technology policy and Senior Director of Special Projects at the MIT Open Learning. Good morning to you, sir. Good morning. So, what really makes the magic of Cambridge or Boston? Is it the physical proximity of the players, or rather the institutional and cultural ecosystem that has developed here? Well, I think the answer is both, right? And it's a combination of the two that's been very powerful. I mean, to make a great play, you have to have great actors, and the ecosystem in Boston, and I'll focus particularly on the biomedical part of that ecosystem, which is the strongest part of the overall Boston ecosystem, although there's many other parts. But focusing on that biomedical sector, there's a network of very strong university institutions, world-class universities, matched up with great hospitals. So there's a tie between the clinical and the research side. And Vince earlier noted this, but venture capital is very strong right in the Boston area as well as in the United States generally. And actually, the venture capital model, I should note, was introduced by a Frenchman, Georges Doriot, who was teaching at Harvard Business School, and he created the first venture capital firm in the United States and was a great advocate of venture capital backing up entrepreneurship and really led that whole idea. Part of the actors includes very strong biotechnology firms. There's probably 100 biotech firms within a 15-minute walk of my school, MIT. But also, there's very, very strong pharmaceutical firms that tend to put their R&D centers right in that Cambridge-Boston cluster. And there's a governmental role, aside from federal support for research or federal government support for research in the life science area, which has been historically strong. The state of Massachusetts created an institution called MassBio that pulled all these actors together for frequent communication and conversations and planning and organization. And then kind of last on the list, but
absolutely crucial is an incredible talent pool that's coming out year after year out of the regional universities. So the characteristics, the Boston biotech sector has got all the actors, industry, universities, hospital, government. They're connected, they communicate, there's genuine proximity. These meetings are not formal, there's constantly informal interchange and places for those informal interchanges. As I said, outstanding universities. The universities broke out by the 1980s of their kind of what we could call an upstairs, downstairs attitude towards industry. They were disconnected from industry, but Biogen, which was the second biotech formed in the United States, was founded by two Nobel Prize winners, Wally Gilbert and Phil Sharp. And they gave a signal to the life science academic community that it was okay to participate in biotech firms. That was part of what you're supposed to do. You want your research to have an impact? There's an opportunity for you in connecting with biotech firms. It's a new model for you. So that whole culture of connection really came together in Massachusetts in a very important kind of way. It broke down that valley of death. The talent mass is very key, and there's a very strong talent mass in that Boston area. Government convening has been important, as I mentioned. The underlying foundation of very strong U.S. federal government support for research has been absolutely key here, although that's now under threat, as Vince Cable noted. And risk-taking is encouraged. In other words, if you haven't failed at least a couple of times, who are you, right? In other words, that's very much tolerated, and that's part of building an experience that people respect. Well, I get that failing is like sharing, it's caring at some point. Yeah, I mean, I do hear you when you're describing this interconnection of different territorial levels and you know, state and federal type of decision-making process that makes we work together. But if you had to pick one of those ingredients in the American ecosystem that works, would you say that they are transposable to a political decree elsewhere, especially in Europe? Well, I mean, obviously the political system can contribute here, right? A governmental system can contribute. It can create strong research funding that's really foundational here, and that in turn supports a talent base. They can support innovative R&D institutions at the governmental level that reach out and connect to academic and industry. They can create competition in the research award system. Competition is a very key part of this Boston biotech sector. Everybody's competing with each other in addition to sharing ideas. Government can encourage the entry of capital, and the government can encourage immigration. Immigration has been a very key part of U.S. innovation. We've managed to attract talent all around the world. That system is currently under threat at the moment, but it's been a long-standing historical advantage. So the political contribution can contribute in important ways, but there's ways that this has to occur outside of that as well. So regional ecosystems like the one I described in the Boston area, that regional connectivity with powerful institutions in a region, government has much less control of that. That really gets nurtured from the bottom up. And a culture of risk-taking and tolerance of failure, I think, are key in spurring innovative new firms and startup firms. And then a final factor, Vince pointed out the availability of capital. That capital is available through the venture capital system in the Boston area and in the U.S. for life science innovation. So that's been a very powerful enabler here. So, and that's private capital. That's not particularly government-influenced capital. Thank you so much, William. Of course, stay put. We'll be back to you in a few minutes from now. Nicolas, on va repasser au français pour réveiller les entrepreneurs qui sommeillent en nous, puisque des startups, vous en avez monté, vous en avez même aidé à accélérer dans votre carrière. C'est très intéressant ce que nous disent nos spécialistes ici aussi. Sauf que si on plug ça à une perspective entrepreneuriale et qu'on se dit qu'on est à l'heure du travail hybride. Il y a une explosion des outils numériques, bien sûr. Il y a le travail à distance. Pourquoi est-ce que la géographie de l'innovation, elle reste aussi concentrée sur quelques pôles mondiaux, alors que, visiblement, on pourrait presque tout faire, tout opérer depuis n'importe où?
Je pense qu'un écosystème qui fonctionne bien, c'est un écosystème qui repose sur énormément d'implicite. En fait, il y a des bonnes pratiques que tout le monde met en application sans même y avoir réfléchi. Ça vient spontanément et ça s'apprend par l'expérience. Un parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est on a tous vu ces films sur Wall Street où les traders se parlent au téléphone ou échangent sur les terminaux Bloomberg et font des trades en quelques secondes. En fait, j'ai tant d'actions de telle entreprise à vendre. Est-ce que tu les prends à tel prix? OK, c'est fait. Alors qu'on s'imaginerait qu'échanger des actions, ça voudrait dire préparer un contrat, remplir des papiers, faire des signatures. Ils font ça parce qu'ils ont une confiance et puis ils ont mis en place ces routines pour pouvoir accélérer les choses entre gens qui appartiennent au même univers et qui parlent et qui utilisent les mêmes codes. Donc un écosystème d'innovation, c'est ça beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile à décrypter de l'extérieur parce qu'on arrive et il y a tellement d'implicites que c'est très difficile à comprendre pourquoi ça marche. Et évidemment, alors bien sûr, maintenant, on peut collaborer à distance, échanger des mails, faire des visios, partager des données dans le cloud. On peut faire plein de choses. Mais plus on est loin, plus cet implicite nous échappe parce que le propre d'un écosystème d'innovation, en plus, c'est qu'il évolue, il innove lui-même en permanence sur ses propres pratiques. Donc, il faut vraiment être dans ce flux de l'apprentissage en continu des bonnes pratiques, dont, encore une fois, l'expression et la documentation sont très implicites pour pouvoir réussir et prospérer dans cet écosystème. Et la seule manière de faire ça, en général, c'est d'être sur place. Moi, alors, dans une autre carrière, j'étais à l'Inspection générale des finances, où on avait ce principe où on contrôlait sur pièce et sur place. C'est toujours mieux, quand on a des questions à poser, d'aller voir la personne dans son bureau, plutôt que de la faire venir dans une zone qui lui est étrangère. Parce que dans son bureau, on voit beaucoup plus de choses que ce qu'elle nous dit. On détecte des choses, on voit les interactions avec des collaborateurs, etc. Et on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Pas forcément pour critiquer ou taper sur les doigts, mais simplement comprendre, apprendre. Et c'est pareil dans l'innovation. On apprend beaucoup plus et on innove beaucoup mieux si on est plongé dans ce flux des bonnes pratiques. Et ça se fait très difficilement à distance. Donc le in situ vaut mieux que le online ou à distance ou hybride complet. L'Europe aussi, parfois on a cette confusion entre les infrastructures d'innovation. C'est vrai qu'il y a des incubateurs, il y a des FAB, il y a beaucoup d'outils, même quasiment, qui peuvent faire aider à grandir ces startups-là, les aider à scaler. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est la condition même de l'émergence des innovations de rupture? Est-ce qu'on n'est pas en train de tout mélanger à certains moments? Alors oui, il y a bien des égards où on mélange tout. C'est-à-dire ce qu'on cherche à faire en mettant en place ces éléments d'infrastructure, c'est à inciter les gens à se rassembler, ne serait-ce que ponctuellement, pour commencer à créer cette densité et amorcer ces boucles de rétroaction positive dont je parlais tout à l'heure quand on commentait l'exemple de Stanford. La réalité, c'est que des Fab Labs, des incubateurs, ce n'est pas des choses dont les entrepreneurs ont absolument besoin. À l'époque de Stanford, l'université Stanford détenait des actifs dont les entrepreneurs avaient absolument besoin parce qu'on faisait de la recherche de pointe en micro-ondes, en microélectronique. Et pour faire ça, il fallait absolument pouvoir accéder au laboratoire de Stanford où se trouvaient des équipements extrêmement coûteux que seule une grande université pouvait s'offrir et ensuite mettre à disposition de ses étudiants, de ses chercheurs ou d'entrepreneurs installés sur le Stanford Technology Park. Aujourd'hui, quand on dit j'ai un Fab Lab ou j'ai un incubateur, beaucoup d'entrepreneurs disent c'est bien, mais j'en ai pas absolument besoin, donc j'ai toujours le choix de venir ou de rester chez moi. Et parfois, on voit même à l'inverse des phénomènes d'éviction, en fait. C'est-à-dire que les mauvais entrepreneurs s'installent sur place, prennent possession de l'espace et les bons entrepreneurs qui ne veulent pas être entraînés vers le bas préfèrent aller travailler ailleurs. Et donc, il y a beaucoup... Donc, on a fait énormément ces dernières années de retour d'expérience sur ça. Ce n'est pas si important, ce n'est pas la priorité. L'important, c'est que les gens se rencontrent, travaillent ensemble. Et on n'a pas forcément besoin pour ça d'avoir un Fab Lab ou un incubateur. À la limite, ça peut être mieux d'organiser des apéritifs quotidiens où les innovateurs connectent entre eux. L'essentiel, c'est d'avoir ce moment ou ce lieu physique où, au moins une fois, on va connecter tous ensemble, quitte après à prendre les idées qu'on a à prendre et aller les travailler chacun. Mais on a beau dire ça en général au pouvoir public, y compris locaux. Les dirigeants politiques adorent couper des rubans pour inaugurer des incubateurs et ces incubateurs, en conséquence, continuent à fleurir. Je vous propose de couper un autre ruban pour accueillir dans cette conversation Louis Gallois. On va passer des start-upers aux industriels. Évidemment, il n'y a qu'un pas. Je suis ravie vraiment de vous retrouver ici. Je le rappelle,
Vous êtes coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Et là, faut-il le rappeler, vous avez été capitaine d'industrie pour les groupes Airbus et PSA. Justement, vous qui avez présidé justement ces groupes-là, lorsque vous cherchiez à pouvoir tisser des partenariats scientifiques et techniques pour des projets disruptifs à l'échelle de ces groupes-là, vers qui vous tourniez-vous, ou plutôt vers qui misiez-vous? Est-ce que c'est sur qui misiez-vous? Plutôt des institutions mondialement reconnues, plutôt des start-up, plutôt des laboratoires plus appliqués, ou est-ce qu'il faut aller picorer un petit peu partout où l'innovation se trouve? Vous avez dit ce qu'il fallait dire, on va picorer partout. Et la force des grands groupes, c'est qu'ils peuvent picorer dans le monde entier. La faiblesse, c'est que ce sont des structures lourdes, pas très adaptées à l'innovation, qui changent, surtout l'innovation de rupture. Mais lorsqu'ils s'engagent dans une voie, par exemple, je prends l'exemple qui n'était pas de mon temps, mais l'avion électrique, ou l'avion à hydrogène, auquel je crois peu, mais enfin, bon, il y a des gens qui... C'est dit, au moins sur ce plateau. Il y a des gens qui travaillent dessus. Effectivement, on cherche dans le monde entier. Là, c'est clair. On ne cherche pas à Toulouse les compétences. On peut les créer à Toulouse. C'est-à-dire qu'on peut détecter à l'université de Toulouse quelques chercheurs qui travaillent dans le domaine et se dire que c'est peut-être l'occasion d'avoir un laboratoire sur place avec lequel on puisse avoir un contact beaucoup plus rapproché qui nous servira peut-être de benchmark ou de contrôle de ce que on va picorer, comme vous dites, ailleurs. Mais ces groupes sont mondialisés sur le plan de la recherche, enfin, étaient mondialisés. Je ne sais pas si ça continuera avec notre cher président américain, mais nous verrons. Oui, c'est en effet des années, notamment, où il va falloir jouer entre les mailles du filet avec l'administration américaine et savoir comment on peut continuer à maintenir ces équilibres. En parlant justement d'équilibre, aujourd'hui, il est relatif à cet équilibre entre les universités. Elles vivent une autonomie et c'est normal en se finançant notamment sur des appels d'offres. Et puis, de l'autre côté, il y a les organismes nationaux qui sont, eux, financés directement sur des crédits ministériels. On en est où? Cet équilibre, il peut encore tenir? Est-ce qu'il aide, en tout cas, les entreprises comme celles que vous avez présidées à avancer? Les universités ne raffolent pas d'être financées sur projet. Préfèrent des financements permanents. Et la France a été peut-être un peu loin dans le partage entre les financements permanents et les financements sur projet. Parce que l'élaboration d'un projet, pour des chercheurs, c'est extrêmement, ça prend beaucoup de temps et c'est du temps qu'ils ne consacrent pas à la recherche. Et un directeur de laboratoire, il passe sa vie à faire de la procédure pour aller chercher 3 francs 6 sous. Donc, il ne faut pas en rajouter sur l'intérêt que les universités trouvent au financement. Est-ce que je peux vous proposer un petit peu d'eau? Je me lève de ce plateau, vous voyez, on est réellement en direct. Si jamais je vous sauve la vie, Loup Gallois, j'aurais gagné ma journée. Donc, je pense qu'il faut, les universités ont besoin de financement récurrent parce qu'il faut qu'elles puissent prévoir leurs programmes et les organiser dans le temps. Les laboratoires ont besoin de financement récurrent, mais également ils travaillent par projet, c'est clair. Et ils travaillent de plus en plus avec, il faut bien le dire, moi j'ai connu la recherche française il y a 2 ou 3 décennies. Ils travaillent beaucoup plus maintenant avec l'industrie qu'ils ne travaillaient dans le passé. Et ça c'est un progrès. Et je vois que, par exemple, Safran a créé sur le plateau de Saclay un laboratoire commun avec le CNRS. Ce sont des choses qui sont très positives et qui peuvent générer de l'innovation locale. Mais encore une fois, le processus de création de ces écosystèmes, je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, c'est une chimie extrêmement particulière que personne n'est capable de véritablement tester. Mais il y a quand même quelques fondamentaux. Il faut habituellement une grande université ayant des fortes capacités de recherche. Il faut qu'il y ait des chercheurs sur place. Parce que même si la recherche, comme l'expliquait Vincent, faite sur place est diffusée dans le monde entier, la communauté des chercheurs elle-même est importante. Et il est important que les industriels se frottent aux chercheurs. Et les chercheurs aux industriels ou aux entrepreneurs. Donc, il y a souvent une grande université. En France, il y a aussi souvent, il faut bien le dire, un grand institut de recherche. À Grenoble, le CEA joue un rôle absolument décisif avec CEA Tech, et c'est clair.
à Saclay, qui va être qui représente 40% de la recherche française. Vous avez vous avez le CEA à nouveau, et puis vous avez l'Institut d'optique qui a quand même 2 prix Nobel, donc qui a une très très forte capacité de recherche. Et je pense que c'est très important qu'il y ait cette présence universitaire ou de grands labos de recherche. Mais après, pour que ça marche pas partout. Pour que ça marche, il y a une chimie qui se crée. Et cette chimie, elle est, comme vous le dites, liée à la capacité des acteurs à se parler entre eux, à échanger, à bouger. Et je pense que si nous devions faire un progrès en France, c'est la capacité à bouger. C'est-à-dire que les chercheurs puissent faire l'expérience de la création d'entreprises, puis si ça rate, redevenir chercheur. On peut imaginer que beaucoup plus de souplesse que ce qu'on a connu dans le passé. Ce que j'entends là, c'est justement cette velléité d'avoir une porosité entre les postes, entre la façon dont on peut là aussi concevoir l'innovation. Merci beaucoup. Alors que vous le voyez vraiment, on est décidément en direct. On est sauvé par des verres d'eau sur ce plateau. Du coup, Nicolas et Vincent n'en ont pas. Je trouve ça extrêmement déplaisant pour vous, mais c'est pas grave. On a de l'eau. Vous le savez, aujourd'hui, il fait extrêmement chaud, notamment en France. Je vous propose qu'on reparte du côté de Séoul et du côté du grand État du Massachusetts à Boston et Cambridge pour en savoir plus. Joo Moon Han, you are actually again with us because I wanted to have a quick question with you again. We know that we're living at an hybrid working era and remote collaboration, of course, but are physical clusters doomed to lose importance? Peut-être que June ne nous entend pas en l'occurrence. On va voir si William Bonvilliers nous entend, lui, depuis Cambridge and Boston. William, can you hear us? He can very much hear us, and this is good. So I was wondering, because we are going to mix and match perspective, and that's one of the questions we're diving into with Nicolas here around the table. But again, we're living in a hybrid working era. Do you think that physical clusters are doomed to lose importance nowadays? No. People, even researchers, are social animals, and they require connectivity, frankly. And, innovation is different than invention or scientific discovery. Those can still occur solo, right? But innovation really requires a complex mix of capabilities coming together, because you're not simply pursuing a single discovery. You've got to implement that discovery and put it into systems and introduce it into an economy. And often the innovation is going to require not simply one scientific field, but many. So you're going to have to bring together groups of actors. You're going to have to bring together what we could call great groups of innovators with a range of different skills. And those people need to interact. They need to, as Vincent pointed out earlier, they need to build a trusting relationship with each other. They need to understand each other. They need to be able to kind of read into each other's thinking and build jointly on this. And a lot of that exchange can be accidental, right? Purposeful interaction is fine and it's important, but the kind of accidental run-ins and accidental conversations can be very key as well. And therefore, proximity remains crucial. It's the ability to connect all these different actors and get them thinking together, to build thinking communities together, that becomes very crucial. Very much. We're going to play a game now, if you may. Actually, it's called Forecast 2030. I want us to look ahead when it comes to innovative ecosystems and their evolution. I'm going to throw the crystal ball question to June Mo Han again in Seoul, if he can hear us. Yes, I will also say no. Because the core element of a cluster may change, but I don't think that we can deny the necessity of a physical cluster itself. This is because the technology is important in technological innovation. Unlike explicit knowledge that we can spoken or written, technology is difficult to transmit in space over long distance. So the frequency of contact in close proximity is important.
also, as we experience in COVID-19, we have been able to make some judgment about how far remote work is possible. And then the younger generation are placing great importance on work-life balance. So maybe we have to think about the balance between the physical clusters and then remote working in innovation and then research and development. For your answer, je vais essayer de continuer quand même les pronostics ici sur le plateau avec vous, Louis. Quels seraient vos pronostics pour les écosystèmes d'innovation d'ici 5 ans? Ils en seront en 2030? D'ici 5 ans, les choses vont pas beaucoup changer. C'est très peu de temps. Ce que je souhaite, moi, c'est que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut un peu de politique publique quand même pour que ça fonctionne, tout ça. Le CEA est financé par l'État. À Saclay, Paris 11, la principale université française de recherche est financée par l'État, évidemment. Donc, il y a quand même besoin d'un peu d'huile à mettre dans les rouages. Hein, ça coûte de l'argent. Mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'on ne se disperse pas trop. On va pas faire des écosystèmes d'innovation dans toute la France et dans tous les départements français. Il faut que on soit capable de déterminer les 5, 6 ou 10 peut-être, mais je trouve que c'est beaucoup. Ils sont capables. Il y en a qui se détachent. Je citais Saclay, c'est évident, Grenoble, Nice avec Sophia Antipolis qui a joué son rôle. On voit apparaître sur la biologie Marseille qui commence à émerger. Toulouse autour du lien entre industrie et université. Donc mais il faut pas les multiplier à l'infini. Et je pense que la France ne peut pas s'en payer 20. L'Allemagne en a quelques-uns, mais pas très nombreux. Vous avez Dresde pour l'électronique, vous avez Berlin qui est un grand centre d'innovation aussi, vous avez Munich, mais il y en a pas partout. Encore une fois, on va pas créer un incubateur, comme vous dites, ou un centre de technologie de start-up dans toutes les régions françaises. Cette capacité à sélectionner, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce qu'il y a des enjeux politiques. Et chacun veut avoir sa propre capacité. Ouais. L'idée, c'est au maximum, si j'entends bien, de simplifier, ne pas surmultiplier les échelons, les clusters, les valeurs ajoutées, essayer d'aller au plus valorisable dans les territoires, certes, mais justement pour les mettre le plus possible en valeur. Un mot, c'est un défaut français, parce que quand on a fait les pôles de compétitivité, on en a fait 74. C'était beaucoup trop. Lorsque on a lancé France 2030, qui est une très belle initiative, il y a 14 priorités, c'est trop. Quand M. Montebourg a lancé les territoires d'industrie, il en a lancé un nombre considérable. On a lancé 104 territoires d'industrie. Il faut qu'on soit capable de focaliser nos efforts. Et de savoir synthétiser. Je vais vous aider à synthétiser. Je suis désolée, Louis, parce que le temps passe très, très vite dans cette émission. Vous le voyez, on a encore beaucoup de choses, d'ailleurs, à venir pour ce live en termes de conversation. Nicolas, merci infiniment. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Vos questions, je les ai. Elles sont juste là sur mon téléphone. Je les garde pour la suite de l'émission, bien évidemment. Vincent, là aussi, vous restez avec moi. On va accueillir à nouveau pour la séquence à venir Vince Cable pour pouvoir parler de justement, un échelon peut-être ou un centre de compétences qui pouvait nous intéresser. Vous savez, l'innovation, c'est un jeu d'équilibriste entre ancrage local et ouverture globale. Mais est-ce que les États peuvent être des chefs d'orchestre de l'innovation? N'hésitez pas, c'est un changement à vue, ce n'est pas grave. On repasse en plan large pour l'occasion et comme ça, on peut faire entrer et sortir nos invités. On va parler cette fois-ci d'un modèle qui fait foi en matière d'orchestration de l'innovation par l'État. C'est la DARPA, l'agence américaine qui a révolutionné le monde en finançant Internet, le GPS ou encore les vaccins ARN. Est-ce que c'est une solution pour l'Europe? Chacun cherche sa DARPA. C'est la troisième partie de notre live. Et justement, Vincent Charlet, une DARPA, ça veut dire quoi exactement?
Alors, la DARPA, c'est une agence qui existe aux États-Unis. Son acronyme signifie qu'elle est liée à la défense et qu'elle finance des projets de recherche avancée, donc des projets technologiques focalisés, mais avec un fort niveau d'ambition technologique. D'une certaine façon, ce type d'intervention verticale, un peu descendante aussi, c'est-à-dire que l'État, l'exécutif a dit qu'il est important pour le pays de se munir d'un certain nombre de technologies et d'atteindre un certain nombre d'objectifs très concrets, aller sur la Lune, développer des vaccins ARN messagers. Ça a été parfois vu comme la marque de la guerre froide. Et donc, lorsque dans les années 90, le monde est devenu plus plat, beaucoup d'analystes ont dit qu'il faut oublier les modes d'intervention d'avant, qui certes atteignaient leurs objectifs, mais moyennant beaucoup de pertes, beaucoup de gâchis. Et on va plutôt miser sur des technologies diffusantes, plutôt civiles d'ailleurs souvent. Maintenant que dans le monde d'aujourd'hui, de grands défis, qu'ils soient géopolitiques ou climatiques, sont dans toutes les têtes, alors, progressivement, on a vu se rallumer cette préoccupation dans tous les pays de l'OCDE, à peu près, en disant, mais est-ce que nous ne devrions pas renouer avec des modes d'intervention antérieurs? La DARPA existe toujours et elle est plus que jamais citée en exemple. Et justement, pour pouvoir creuser cet exemple, on va repartir du côté du MIT. Let's turn again to the MIT to dive into this. William Boumediene, DARPA seems to be Silicon Valley's middle name, is it? So DARPA, what makes DARPA a success? And, I can go over a few kind of basic parts of the kind of DARPA rule set, but it's small and flexible. It only has about 100 program managers, a director, a few office directors, some support staff. So it's small, it's flat, it's very non-hierarchical. It's very entrepreneurial. The emphasis is on finding researchers who want to go out and spin up a technology. And they've got to be highly innovative and entrepreneurial to be able to do that. It does not have laboratories. So DARPA is not funding itself. It's looking around to find great innovators from around the country and, for that matter, around the world. It's focused on impact, and it's ready to absorb risk. It's a high-risk, high-reward kind of model. And it gives autonomy to its research groups and protects them from kind of bureaucratic impediments. And often DARPA will combine innovative small firms with academic researchers and get the strengths of both. And, again, let me emphasize the acceptance of failure. It's prepared to take high risks to get what it wants. So some key features here to kind of pull from that list. Form great groups of innovators. That's what DARPA is up to. It wants to find great innovative groups, fund them and nurture them, and get technologies out. It engages in what we could call technology visioning. Industry is by and large undertaking incremental advances in a relatively cautious way that fit their business models. DARPA doesn't care about that. It has a vision for a technology that it wants to get to and will push to get to that vision. DARPA's an island bridge, we could call it. So the DARPA team is on a kind of protected island. They're 3 or 4 miles away from the Pentagon. They got their own space. And they're isolated from all the kind of bureaucracy of the military. But they also have a bridge back to the mainland, in this case to the Secretary of Defense, who can actually move to implement the technologies that they're coming up with. It forms thinking communities, right? It's not just 90 DARPA program managers working in different technology projects. It's these program managers are putting together communities of thinkers through the people they give grants to and also the communities that they're in contact with. And then they perpetuate themselves. The program managers go back to these communities and keep building them so that there's a strong research mass to be able to build on. So, and I think it's important, too, to emphasize that DARPA is not a standalone entity. DARPA is not just doing research, right? DARPA is in the business of implementing technologies. So it's connected to the Department of Defense, which has a substantial budget.
that has the ability to implement a lot of its technologies. Now, sometimes it'll stand up technologies in the civilian sector, like it did with personal computing or the internet. But often it can rely on the Defense Department and its big procurement budget to actually start those technologies off and create an initial market for them. So DARPA, in the end, and I'll summarize here, it innovates both at the institutional level and the personal level, right? It's an institutional organization, but it's very personal in being tied to these great innovation groups. Absolutely. Thank you so much, William. Let me throw the ball to Vince Cable here around the table, because Vince, the first European country who actually has launched its own version of DARPA, is of course the UK, was back in 2023. The name of it is ARIA. Is it totally alike, DARPA? Well, it's only just started. It's difficult to make premature judgment. And it's got off to a very bad start. It was the brainchild of a man who was a kind of Rasputin figure for Boris Johnson, the Brexit Prime Minister. And then they spent a year trying to get a chief executive. He decided he wanted to be a Buddhist and went away, and they spent another year recruiting somebody else. So well, I guess innovation is a form of religion. But it is now launched. They have £1 billion from the government. And they have some very, very broad concepts that they're looking at. For example, geoengineering. How do we manipulate the climate? Or trying to understand the life force of people, the energy that we all have. Where does it come from? I think these, if I'm being critical, I think that these are things you can do on a world level, but Britain as a medium-sized country, this is potentially not a good use of money. I would personally prefer more money to be spent through the Catapult network, which is closer to industry. But nonetheless, it's an interesting experiment, and some of these very broad areas of study may start create some miraculous breakthroughs. So, I mean, if we were to make it to the European level, state members, I mean, would you say we should incorporate the UK if Europe and the European Union, per se, had to resort into creating a DARPA of their own? Yes, of course. The bigger, for something of this kind, you need scale, right? Because most of this money will be wasted. It's very early stage, and it will not be successful. So the more you can spread your risk, the better. And I'm sure that there are other places in Europe where big ideas like this can be developed. So it actually ought to be more on a European level than for a medium-sized country. But I think if we were trying to disseminate British innovation policy, I'd repeat that I think the Catapult network is probably a better model. It's closer to business. And probably more effective industry-wise. Exactly. So, je repasse au français, tiens, pour m'adresser à Louis Gallois. Si je vous dis l'Europe, est-ce que vous sautez comme une DARPA sur votre chaise? Ou plutôt une ARPA en l'occurrence, parce que l'Europe n'ayant pas, jusqu'à présent, d'instruments de défense commune, et que la DARPA dépend bien du Pentagone américain, qu'est-ce que pourrait être une ARPA européenne? Je pense que, Vince vient de le dire, l'union fait parfois la force. Et donc, il faut travailler avec d'autres pays. Je suis un peu sceptique sur le fait de le faire avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce que faire à 27, c'est compliqué. Surtout quand on voit le niveau très inégal scientifique des différents pays. Et d'autre part, c'est une opinion strictement personnelle, mais la gouvernance de l'Union européenne est d'une lourdeur qui est peu compatible avec le développement de l'innovation. Donc je pense qu'il faut que les États que ça intéresse se regroupent. Ça peut être la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Suède qui ont un intérêt. Sur les semi-conducteurs, il faudra certainement les Pays-Bas. Donc voilà, on fait des choses, je dirais, à géométrie variable en Europe. Et moi, je souhaite aussi, par exemple, sur la défense, qu'on y associe les Britanniques. Parce que, et peut-être dans d'autres domaines, les biologies, par exemple. Donc, si on faisait une BARDA, la BARDA, c'est
c'est une ARPA dans le domaine de la santé aux États-Unis. Si on faisait une barda avec 5 ou 6 pays européens, moi je trouve qu'il serait très intéressant que la Grande-Bretagne en fasse partie. Parce que nous avons besoin de mettre ensemble nos forces. Donc ce que je retiens, c'est l'agilité en réalité. Et on parlait de l'agilité de l'ARPA. Il faut être très pragmatique et chercher l'agilité. Et avec des pays qui ont des intérêts communs et qui ont des niveaux, je dirais, comparables. Et sinon, on va rentrer dans un processus de l'Union européenne qui a ses vertus pour certaines choses, peut-être, mais qui est d'une lourdeur épouvantable lorsque l'on regarde le processus de décision. Donc, que l'Union européenne finance ce type d'opération, très bien. Mais je préférerais qu'elle ne soit pas là pour nous dire comment travailler. On a souvent parlé, notamment en Europe, en se référant à Airbus, d'un Airbus de la défense, d'un Airbus de tel type d'industrie. Un Airbus de l'innovation, ça vaut le coup. Airbus, c'est 4 pays. Ouais. Donc, c'est pas... Et en plus, c'est pas l'Union européenne. Et il y a la Grande-Bretagne dedans. Donc, Airbus est un assez bon exemple de ce qu'il est possible de faire quand des pays ont des intérêts communs et qu'ils ont décidé de développer des programmes en commun. Moi, je pense, par exemple, dans des domaines comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, le cloud. C'est décisif, le cloud. C'est la maîtrise des données. Il serait extrêmement intéressant que nous puissions travailler à 5 ou 6 pays en Europe. Et on le dit souvent, pas de data, pas d'IA, mais pas de cloud, certainement pas de data et d'IA qui vont avec. Ça, si on est entièrement... Le système de santé français est dépendant du cloud de Microsoft. Sur le Health Data Hub qui avait choisi, en effet, cette entité française avait choisi Microsoft à une époque et Azure pour pouvoir héberger ses data de santé, ce qui était un peu incohérent. Oui, c'est un véritable problème quand on sait l'importance de ces données. Donc, voilà, pragmatisme et agilité. Complètement. Agilité, encore une fois, parce que le temps, je vous le dis, file très vite. C'est vrai qu'on a des conversations qui nous donnent envie de réagir et de pouvoir partager les points de vue. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va les croiser, ces points de vue. Encore une fois, je vous donne une baguette magique. Je vous dis, OK, on monte une DARPA européenne. On garde ou pas le dé qui va avec. C'est encore une autre question. Mais pour qu'elle ait des moyens significatifs, pour qu'elle puisse accomplir de grands projets, quelles sont les priorités que vous lui donneriez, Louis ? Moi, je viens de vous en indiquer quelques-unes. Je pense que sur le cloud, l'intelligence artificielle, sur les semi-conducteurs et toute la microélectronique, c'est absolument... Et sur le nucléaire, il est absolument essentiel que nous travaillions avec d'autres pays sur les innovations. Et que donc, je créerai assez bien une ARPA dans le domaine... des data et de leur traitement. Je créerai bien une ARPA dans le domaine du nucléaire et des énergies, peut-être des énergies décarbonées. Et dans le domaine de la défense, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué dans le domaine de la défense. Mais ce n'est pas impossible avec des pays avec lesquels nous avons des concepts communs. Et encore une fois, plutôt avec la Grande-Bretagne, qui est incontournable dans ce domaine en Europe. Et la question risque de se reposer entre les 27. Je rappelle que la semaine prochaine, il y a notamment un sommet de l'OTAN qui va beaucoup occuper cette actualité, notamment au niveau des dépenses de défense. Let me turn the mic to Vince around the table and William, of course, online. If I do give you a blank page and a magic wand, creating a European DARPA with significant resources, which major mission should it focus on as top priority? Well, there are several options, and I think Louis has mentioned some of them. I mean, as it happens, the UK was a sort of pioneer of low-carbon energy. We led the way on a lot of these things, but much of the technology has now gone to China, wind, solar. But there are areas where, certainly in the UK and maybe Europe, there are areas which are unique and can be developed. A good example is tidal power. And you're beginning to get small clusters of companies in that space. Again, as Louis said at the end of his comments, a lot of the innovations now happening in artificial intelligence. I would be less concerned than governments currently are with sponsoring AI applications than with trying to make sure that the workforce can actually use AI.
you have, young people know how to use chatbots and so on, but the vast swathe of the labor force have no idea how to access it. And if you're going to create a more innovative culture, your middle-aged population need to be able to use this just as they had to learn IT technology. You've got to create an AI literate population. So that would be my priority. Well, there's literally a reason why skills was actually on your title when you were Secretary of State, right? Let me tweak the question a little bit and move on to the next segment with you, William. And now I definitely have magic power. I make you appointed European Commissioner to Innovation. Congratulations, sir. What would be your very first decision, though? Well, I mean, we've been raising the whole question about the connection between research and industry, this valley of death that we've been talking about. And to come back to the idea of an ARPA is a tool in that situation, right? An ARPA is a bridging mechanism between those two sides. It can bring together research with the implementation side, on a good day, of course. And that's its value. Entities that are closer, like, for example, the U.S. Manufacturing Institute, that are closer to industry are going to be more oriented towards incremental innovation that industry wants to establish and co-fund. A DARPA is about technology breakthroughs. It's about technology visioning to do entirely new things. And you need some of that, right? You need a lot of things, but this is, I would argue, one thing you need. And given the foundational strength in Europe of its basic R&D, it strikes me as a logical entity. Now, of course, obviously, there's entities where lessons can be learned in Europe. ARIA and Sprint in Germany have lessons here. Could we stand one up in Europe? Look, the U.S. has been able to stand up DARPA clones in 3 very different areas: an ARPA-E in energy, an IARPA in intelligence, IT-based technologies, and a new one, ARPA-H, in health. Each one of these is different. Each one works in different sectors. Each have different characteristics. Both the IARPA and the ARPA Health, they can scale up within their sector. There's resources and venture capital and customers through defense and the intel agencies that acquire products. ARPA-E didn't have that. So to some extent, that's the more relevant model, I think, for Europe. Venture capital pulled out of the new energy technology sector 12, 15 years ago. It's never really been back in any kind of scale. Our Department of Energy that ARPA-E is part of has no procurement budget like the Defense Department. So it was stuck with a problem of how you can actually scale up the innovations that you come up with. How are they going to do that in this energy sector? And they did some very creative things. They created a so-called tech-to-market group that works on with each innovation group in scaling up its technologies and connecting them with possible funding resources for the scale-up. It doesn't fund projects unless there's a very clear pathway to implementation. It sets up an annual conference that brings technology innovators together all over across the United States and elsewhere. It's the big Energy Tech Innovation Conference each year in the United States. It's building a community through that. It gets follow-on support from the other R&D agencies within the Department of Energy that are willing to pick up and move some of these technologies. And our military is interested in some energy technologies like batteries or small modular reactors and so forth. And they're willing to help on the procurement side. So it's an innovative way to do a DARPA model when you don't have the procurement budget of the Defense Department behind it. And I think that makes it, relevant to some of the issues that we've been talking about, some of the areas Vince laid out. Thank you so much, sir. I'm so sorry because we have just a few minutes left around the table here. But of course, I definitely hear loud and clear of this idea that if we have to resort another source of financing, maybe we can incubate the incubator, which is DARPA, inside a more and better funded Defense Department, of course.
vraiment en un mot, encore une fois, si je vous donne cette possibilité de devenir commissaire européen à l'innovation Louis Gallois, parce que j'ai beaucoup de pouvoir aujourd'hui autour de cette table, ce serait quoi votre première décision de commissaire européen? Je ne suis pas sûr que je sois très bien placé pour être commissaire européen. D'autres l'ont été. Je ne sais pas, mais je ne suis pas candidat en plus. Je pense que le commissaire européen à l'innovation, son rôle, c'est de faciliter les choses pour les innovateurs, en termes de réglementation, en termes d'accès à la science. Il doit aussi financer un certain nombre de programmes, parce qu'il y a un programme de recherche qui est suffisamment substantiel au niveau de la Commission et qui doit être utilisé de manière la plus intelligente possible. Je pense qu'il a aussi le droit de donner quelques indications sur les priorités européennes. Et je lui conseille de le faire. Je pense qu'il est moins bien placé pour organiser cela, parce que lui-même est dans des procédures très complexes. Et il doit tenir compte du fait qu'il est le commissaire de 27 pays, encore une fois. Et donc, je crois qu'il faut qu'il laisse une autonomie grande aux États pour s'organiser, pour faire ça entre eux, et selon les gouvernances qui leur paraissent les mieux adaptées. Il y a des exemples, on a cité Airbus, mais sur les missiles, nous sommes avec les Britanniques, les Italiens et les Français, et ça, c'est MBDA. Sur des chars aussi. Et ça marche très bien. Et je pense qu'on fait des produits de très grande qualité. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose au niveau de l'innovation, c'est-à-dire un peu en amont de cela. C'est ce que le commissaire proposerait. Un cœur européen vaillant, rien d'impossible. Visiblement, c'est presque la fin de cette émission. Vos questions, évidemment, elles me sont parvenues. On va les garder, on y répondra un petit peu plus tard grâce à la fabrique de l'industrie et à l'ADN. En tout cas, pas au cours de ce live parce qu'il va falloir bientôt se quitter. Mais Louis, tiens, vous avez la parole. Je vous la laisse à nouveau pour faire une synthèse de cet échange. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites autour de cette table. Les questions de territoire. Quel est le territoire et l'échelle les plus pertinentes pour pouvoir innover? Est-ce qu'il faut pouvoir répliquer encore aujourd'hui en 2025 des modèles de clusters, des modèles d'innovation, des modèles britanniques, coréens, américains qui ont su fonctionner dans certaines géographies? Ou est-ce qu'il faut réussir à créer le nôtre, le propre modèle européen et français? Je crois qu'il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se fait ailleurs et si c'est bien, essayer de faire la même chose chez nous. Vraiment, dans ce domaine, il faut être extrêmement pragmatique dans les démarches. J'ai compris aussi qu'il fallait tenir compte de ce que notre ami appelait l'implicite, c'est-à-dire ce qui fait que l'innovation apparaît parce que des gens se sont rencontrés et il faudrait créer ces lieux de rencontre. Ça va paraître un élément important. Je crois qu'il y a eu un débat sur des agences type DARPA. Je crois qu'on s'est tout dit, mais il y a un intérêt pour ce type de démarche. Et comme le disait Vincent, l'actualité nous conduit à avoir des agences qui soient peut-être un peu plus verticales et un peu moins horizontales, c'est-à-dire qui soient un peu plus focalisées sur certains secteurs. Ce n'est pas impossible. Mais Vince a soulevé un problème qu'on a peu abordé. Il faut de l'argent pour tout cela. Or, en matière de venture capital, il y a un chiffre qui m'a terrifié dans le rapport Draghi. 50% de l'argent du venture capital est aux États-Unis, 40% en Chine, 5% en Europe. Donc, on part de loin. Il va bien falloir qu'on trouve le moyen de faire en sorte que l'épargne des Français, des Allemands, des Anglais, des Italiens aille vers l'appareil productif et vers l'innovation. Ça suppose une certaine culture du risque. Nous ne l'avons pas beaucoup en Europe. Mais ça suppose aussi que les États mettent en place les systèmes de mutualisation, d'intermédiation qui réduisent ce risque. Parce que aux États-Unis, le risque est compensé par la très forte rentabilité que nous n'avons pas en Europe. Donc il faut mitiger le risque pour que l'épargne aille dans ce domaine, mais c'est absolument crucial
nous avons besoin d'argent. Madame Buzyn parlait de la vallée de la mort. Bien sûr. Cette vallée de la Et mort, même pour les deep tech en santé. cette vallée de la mort en France, elle se déplace un peu vers les entreprises un peu plus grosses. Je crois qu'on a à peu près abordé le sujet des entreprises naissantes. Maintenant, il va falloir s'attaquer aux entreprises qui sont en train de s'engager dans des fabrications et des productions. Ça me paraît important. Mais si j'avais un objectif à fixer à la France, c'est que nous fassions la performance de la Corée. La Corée, c'est un pays de 52 millions d'habitants. Il y en a 69 en France. Et c'est un pays qui est présent sur un nombre de technologies ahurissant en termes d'innovation de rupture. Et comme disait Vincent, ils font à peu près autant que toute l'Europe. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons à prendre du côté de la Corée. C'est un pays qui n'a pas beaucoup d'aide, parce que quand vous êtes entouré de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et du Japon, vous n'avez personne qui vous fait de cadeaux autour de vous. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui les stimule. Et au niveau des 27, ce n'est pas la conclusion générale, mais c'est la mienne. Ouais. Je crois qu'il faut que nous travaillions de manière pragmatique et que lorsque ça devient opérationnel, nous travaillons au niveau des États qui sont volontaires et qui ont des intérêts communs. On ne fera pas ça à 27. Et je crois que c'est très important et qu'on puisse dégager dans l'opérationnel de la gouvernance très lourde de l'Union européenne. Et ça nous permettra d'avoir nos amis britanniques avec nous. De l'agilité, donc, c'est ce qu'on souhaite justement à l'Europe, à la France et à tous ces pays membres de l'Union européenne ou anciens membres de l'Union européenne comme le Royaume-Uni pour pouvoir innover et notamment réussir à tirer son épingle du jeu sur les innovations de rupture. Merci infiniment de nous avoir suivis. On a débordé en effet sur le temps et on n'a pas pu aborder toutes les questions car elles sont très nombreuses. Il nous faudrait 2 heures d'émission concrètement pour pouvoir réussir à croiser toutes ces perspectives. J'espère en tout cas qu'on a pu éclairer une partie de ces idées, une partie de ces échanges. Il n'y a pas de recette miracle donc, pour développer l'innovation, mais un véritable équilibre à trouver entre excellence scientifique et cohérence industrielle, ancrage local, rayonnement mondial, initiative privée et impulsion publique. Merci aux auteurs et aux autrices de l'étude aux sources de l'innovation de rupture. Évidemment, c'est la fabrique de l'industrie qui l'édite. Merci à la fabrique, merci à l'ADN d'avoir facilité cette conversation. Merci à vous pour votre participation. Merci à l'ensemble de nos invités. Thank you so much to June Moo Han, to William Bavilion et Agnès Buzyn qui était en visio avec nous. Thank you so much, Vince Cable. Merci à Nicolas Collin, merci à Louis Gallois, merci à Pierre-André de Chalandard et merci au meilleur des sparring partners, Vincent Charlet. To the future.